Il est 13h30, et bien, comme chaque jour, c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvin. Aujourd'hui, la course aux millions de Fletcher Flora. J'ai fait la connaissance de Fenton Kessler dans une ville appelée Barber Springs. Pour être plus précis, c'est en prison que je l'ai rencontré. J'avais récolté 10 jours pour une peccadille et lui 30. Le plus drôle, c'est qu'il a été condamné à 30 jours faute de pouvoir payer $30 d'amende. Pour un gars qui doit hériter dans moins d'un an de la coquette somme de 5 millions de dollars, quelle ironie, non? Ça, évidemment, je ne l'apprends pas tout de suite. Tellement comme nous avons sympathisé et qu'au bout de 10 jours, je vais être libéré, il se met à me parler. Au début, j'en crois pas mes oreilles. Il s'est fait arrêter sous un faux nom, celui de George Brower, parce qu'il a 24 ans, qu'il doit hériter à 25 ans de cette partie de la fortune de son père, mais qu'entre-temps, Ken, son frère aîné, cherche à le tuer pour hériter de la totalité. Comme j'ai pas l'air de croire beaucoup à son histoire, Fenton m'assène quelques détails. Son père a toujours considéré Ken, le frère aîné, comme le type bien de la famille, tandis que lui, Fenton, en était la brebis galeuse. C'est là le hic, car si le vieil homme s'est montré assez perspicace dans son jugement sur Fenton, qui vaut pas grand-chose, il s'est complètement trompé sur le compte de Ken, à qui il a confié la gestion de sa fortune. Car il est bien pire, Ken. D'après Fenton, son frère est un individu insensible et sans scrupules, que rien n'arrête lorsqu'il s'agit d'obtenir ce qu'il désire. Et en l'occurrence, ce qu'il désire, c'est tout simplement les 5 millions de dollars qui devraient revenir à Fenton. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, Fenton a été victime de toute une série d'accidents bizarres. Et il connaît suffisamment son frère Ken pour comprendre ce qui risque de lui arriver. Alors depuis, il se cache en attendant de souffler les 25 bougies de son gâteau d'anniversaire. Telle est l'histoire saugrenue que me raconte Fenton. Saugrenue, mais crédible. Et j'y crois. D'autant que Fenton m'avoue aussitôt la raison qui l'a poussé à m'en parler. Il a besoin de moi. Ouais. Il voudrait que j'aille faire un tour à Saint-Louis, sa ville natale, que je prenne contact avec sa petite amie, où il sait, et que je lui emprunte de sa part la modique somme de $500. Pourquoi ne pas lui écrire tout simplement, Fenton? Je te l'ai déjà dit, Bob. Je veux pas qu'elle sache où je suis. Quoi, petit, t'as peur qu'elle te trahisse? Non, Bob. En tout cas, pas intentionnellement. Mais elle pourrait laisser échapper une indication sans le vouloir. Non, il vaut mieux que je me tienne à l'écart jusqu'à ce que soit passée la date de mon anniversaire. Mais moi, Fenton, je sais qui tu es et où tu te trouves. C'est vrai, Bob. Mais il faut bien parfois faire confiance à quelqu'un. C'est toi que j'ai choisi. Et pour ta commission, tu garderas $100 sur l'argent qu'elle te remettra. Dis-moi, Fenton, tu crois que ta petite Wilsey va me donner cet argent? Oui, parce que c'est moi qui le lui demande. Nous formons, elle et moi, un couple exceptionnel. Ouais. J'imagine que la fille n'est pas indifférente à l'idée de partager avec Fenton 500 millions de dollars. Mais à quoi bon le contrarier? Très bien, Fenton. Alors écris-moi ton message. C'est fait, Bob. Je pensais bien que tu serais d'accord. Et il me tend une feuille de papier que j'empoche sans la déplier. Je la ligue plus tard de retour dans ma cellule. C'est un mot bref demandant à la petite de me remettre quelques centaines de dollars pour lui. Dès ma sortie de prison, le lendemain matin, je me mets en route. Je file d'abord en stop jusqu'à Kansas City, où un de mes vieux copains consent à me prêter $50. Puis je prends le train jusqu'à Saint-Louis, où j'arrive dans la soirée. Je déniche un hôtel bon marché où je passe la nuit. Le lendemain, en début d'après-midi, je me présente chez Wilsey, qui habite un immeuble cossu à l'ouest de Forest Park.
En réponse à mon coup de sonnette, une belle pin-up un peu ébouriffée, comme si elle venait de se lever, déclenche l'ouverture de la porte et me reçoit sur le seuil. Que voulez-vous, monsieur? C'est votre ami Fenton qui m'envoie, mademoiselle. J'ai un mot de lui pour vous. Dès qu'elle a lu le message, elle m'invite à entrer. Je la suis dans une pièce où règne un élégant désordre. Sur son invitation, je me pose sur un canapé et elle vient s'asseoir près de moi, si près que je peux respirer son parfum, qui est très agréable. Je coupe court aux questions qu'elle veut me poser sur Fenton. Ouais, il va bien, mademoiselle, mais je peux pas vous dire où il se trouve. Elle m'offre un verre. Nous discutons de tout et de rien. Je suis sous le charme. Mademoiselle Wilson, vous pouvez me remettre l'argent dont Fenton a besoin? Il vaut $500. Qu'est-ce qui vous fait croire que je possède une somme pareille? Quand on vit dans un endroit chic comme celui-ci, mademoiselle, on doit bien avoir un peu d'argent disponible, non? Eh bien non, monsieur. Justement, une fois le loyer payé, il m'en reste pas tellement. Je pense, à part moi, que si elle est bien jolie, elle doit mener une drôle de vie. Je sais pas pourquoi, mais cette idée me plaît. Écoutez, monsieur, je pense pouvoir les avoir dans quelque temps, mais pas aujourd'hui. Revenez demain vers 4 heures. Je vous les donnerai. Maintenant, au revoir. Elle me dit de m'en aller, et c'est ce que je fais. Je pose mon verre sur la table et je me dirige vers la porte. Arrivé à mon hôtel, je consulte l'annuaire et j'y trouve ce que je cherche. L'adresse et le numéro de téléphone d'un certain Ken Kessler. Mais je l'appelle pas tout de suite. Je vais d'abord m'acheter une bonne bouteille de whisky et je monte dans ma chambre. Ce n'est que le lendemain, en début d'après-midi, après avoir fait la grasse matinée, que je vais rendre visite au frère de Fenton. Son bureau est plutôt minable pour un type qui possède déjà 5 millions de dollars. Mais je sais bien que les gens qui ont de l'argent n'ont pas nécessairement besoin de montrer qu'ils en ont. La secrétaire, une rouquine un peu homasse, veut me faire le barrage, mais le prénom de Fenton me sert de sésame. Et le brave Ken me reçoit. Il est plus grand et moins brun que son petit frère. Toute sa personne dégage quelque chose de dur, d'impitoyable. Il attaque bille en tête. « Comment va Fenton? Et où se trouve-t-il? » « Fenton va très bien, monsieur Ken. Ses chances de vivre jusqu'à l'âge de 25 ans sont excellentes. Quant à ce que je vous dise où il se trouve, il n'y tient pas. Et vous savez très bien pourquoi. » « Enfin, que me voulez-vous, monsieur? » « Monsieur Kessler, j'ai une proposition à vous faire qui, je crois, vous intéresse. » « Je vous écoute. » « Vous voulez vous débarrasser de Fenton, et moi je suis disponible. Est-ce que c'est suffisamment clair? » « Si j'entends bien, monsieur, vous m'offrez vos services. À quel prix? 20 000 $. Vous êtes gourmand. Vous trouvez, monsieur Kessler? 20 000 $, c'est seulement une infime partie de 5 millions de dollars. Ça me paraît plutôt raisonnable, non? On peut s'assurer les mêmes services pour beaucoup moins cher, monsieur. C'est vrai, monsieur Kessler. Mais moi, je sais où se trouve Fenton. Vous pas. Très juste, monsieur. Sauf que vous avez su où il était. Mais comment pouvez-vous savoir qu'il sera encore où vous l'avez quitté quand vous y retournerez? Vous en faites pas pour ça, monsieur Kessler. Il y sera, c'est sûr. Et comment saurais-je que vous avez effectivement rempli votre mission, monsieur le tueur à gages? Je vous rapporterai la bague qu'il a au doigt et le médaillon qu'il porte au cou, monsieur Kessler. Ce ne seront pas des preuves formelles, je l'admets, mais des preuves suffisantes quand même, non? Je pense pas que vous ayez envie de m'accompagner pour constater le résultat final. En effet, monsieur, ce serait inopportun. Voyons, admettons que je vous fasse confiance. Si vous m'avez trompé, je ne perdrai jamais que 20 000 $, mais vous perdriez bien davantage si vous vous avisiez de jouer au plus fin avec moi.
Vous ne seriez plus jamais en sécurité un seul jour de votre vie, où que vous soyez. Vous me comprenez? Je vous comprends, monsieur Kessler. Je vous comprends très bien. Ça veut dire que vous acceptez ma proposition? Ça veut dire que je vais y réfléchir, monsieur. Très bien, monsieur Kessler. J'ai un petit voyage à faire, mais je reviendrai vous voir dans une semaine, hein? Au revoir. Il est bien évident qu'une idée géniale a germé dans ma tête. Géniale, mais peut-être dangereuse, comme vous le constaterez dans quelques instants. De retour à mon hôtel, je prends une enveloppe sur laquelle j'ai inscrit l'adresse de Fenton à la prison de Barbour Springs. Puis je glisse dedans 3 billets de $100. J'affranchis la lettre et je vais la poster dans la boîte qui se trouve au coin de la rue. Voilà qui est fait. Ouais, je sais compter. J'ai gardé un billet de trop, mais je vais en avoir besoin pour passer encore une semaine dans cette ville. Surtout que j'aimerais bien divertir un peu la jolie Wilsey. Mais j'ai beau passer impromptu chez elle ou lui téléphoner, elle est jamais là. Je finis par apprendre par la femme de ménage qu'elle est partie à Chicago pour 8 jours. Alors je bois pour me distraire, et le jour dit, je retourne voir Ken Kessler. Contrairement à la jolie Wilsey, lui, il est là. La secrétaire Rookin m'a introduit s'entraîner, et pour commencer, j'ai la désagréable surprise de constater que Ken Kessler, au cours de la semaine, s'est renseigné à mon sujet. Il en sait un bout sur mon compte. Et il se gêne pas pour me le dire. Où voulez-vous en venir, monsieur Kessler? Ah, rien, monsieur. Je veux simplement vous prouver que je saurais facilement vous retrouver si j'en avais besoin. En revanche, je n'ai toujours pas trouvé Fenton. J'accepte donc votre proposition. Bon, c'est $20 000, monsieur Kessler. Très bien. 2 000 maintenant, et le reste quand vous m'aurez ramené la bague et le médaillon de mon frère. Après avoir discuté pendant 10 minutes, un quart d'heure comme un marchand de tapis, j'obtiens $3 000. Nous convenons qu'il me remettra le reste quand je lui rapporterai les bijoux de son petit frère. Je fourre les billets dans ma poche comme s'il s'agissait de vulgaire papier, et je pars. Saint-Louis a perdu pour moi tout attrait. Dès le lendemain, je m'achète une Chevrolet d'occasion pour $1,200 et en route pour Barbour Springs. J'y arrive dans la soirée, la veille du jour où Fenton doit être libéré. Je prends une chambre à l'hôtel et le lendemain matin, je me gare devant la prison. J'appelle Fenton au moment où il en sort. En me reconnaissant, il a une expression de surprise et il s'avance vers moi. « Bob, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je viens voir si t'as bien reçu les $300, Fenton. Oui, merci, Bob. Dis donc, t'as l'air de te débrouiller pas mal, hein? Belle bagnole. Ouais, pas mal, en effet. J'ai touché une petite avance sur un travail que je dois faire. Ah bon? Dis donc, ça doit être un bon job. Le meilleur que j'ai jamais eu, Fenton. Allons boire une bière, je vais te raconter ça. On trouve un bistrot tout proche où, à part le barman derrière son comptoir, il n'y a personne. Une fois servi, j'explique. Figure-toi que ta petite amie n'est pas la seule personne que j'ai vue pendant que j'étais à Saint-Louis. Évidemment, Bob. Une ville de plus d'1 million d'habitants. Non. Je parlais de ton frère. Ken? T'es allé voir Ken? Ouais, mon petit Fenton. Et je lui ai proposé mes services. Te tuer, moyennant finance. Là, le petit Fenton, il en prend un sacré coup, comme on dit. C'est bien ce que je craignais, Bob. Mais t'as eu tort de m'en parler. Je vais me méfier. T'as rien à craindre, Fenton. Ça fait pas partie de mes projets. En revanche, j'ai un plan qui peut nous permettre de gagner un peu d'argent aux dépens de ton gentil frère. Écoute-moi bien, Fenton.
Je dois toucher 10 000 $ pour te tuer. J'estime qu'il m'en faudra 2 000 pour couvrir mes dépenses, ce qui comprend l'achat de la Chevrolet. Pour la moitié de la différence, c'est-à-dire 4 000 $, je t'achète ta bague et ton médaillon. Je les apporte à ton frère Ken pour preuve de ta mort. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, Bob, méfie-toi. Ken est un type dangereux. Il n'oublie jamais quand on lui a joué un mauvais tour. Mais après tout, c'est ta vie qui est en jeu, n'est-ce pas? Si tu veux la risquer, c'est ton affaire. Il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. Tu n'es pas, excuse-moi, un type particulièrement moral. Le plus simple pour toi serait sûrement de me tuer et de garder la totalité de l'argent. Non, Fenton. C'est pas mon genre. C'est vrai, j'ai déjà tué des gars pendant la guerre. Mais je tuerais jamais quelqu'un comme ça, de sang-froid. Mais risquer la chaise électrique, non. Je vais bien courir ma chance avec Ken pour 4 000 $ plus mes frais, mais pas me lancer dans un meurtre. Alors si tu refuses, je vais garder ce que j'ai reçu. Si tu acceptes, je récupère 7 000 $. Et on se retrouve, toi et moi, quand tu veux, pour que je te remette les 4 000 $ qui te reviennent. L'affaire est vite conclue. Décidé à me faire confiance, Fenton me dit qu'il a l'intention de se cacher le reste de l'été dans une cabane de pêcheurs dont il a les clés, au bord du lac Norfolk, dans le Missouri. Je vais l'y déposer en me rendant à Saint-Louis, ce qui me fait faire un détour d'environ 200 kilomètres. Je saurai ainsi où le retrouver pour lui remettre les 4 000 $ après ma transaction avec son frère Ken. Nous partons sans plus tarder pour arriver au lieu dit, situé en pleine montagne, en fin d'après-midi. En route, on a bourré la voiture de conserve et de provisions diverses. Ainsi, Fenton n'aura pas besoin d'aller faire des courses en ville et risquer de se faire repérer. Je quitte ce havre de paix le lendemain de bonne heure. En fin de journée, je suis à Saint-Louis. Je descends au même hôtel que la fois précédente, et dès le matin suivant, je téléphone à Ken Kessler. « Ah, c'est vous. Vous avez les objets dont nous avons parlé? »« Ouais, je les ai, monsieur Kessler. »« Très bien. Passez me voir à 14 heures pour que nous puissions régler nos comptes. » Je me présente chez lui à 14 heures précises. Pour une fois, il se lève pour m'accueillir. Je sors de ma poche la bague et le médaillon de Fenton et je les lui tends. Il les prend et les examine. Ces objets appartenaient à votre petit frère, monsieur Kessler. Il est mort jeune, le pauvre. Il n'avait pas encore 25 ans. J'ai pensé que vous aimeriez garder ces bijoux en souvenir de lui. Kessler relève la tête puis sort de son tiroir une grosse enveloppe beige qui me tend d'un air froid et méprisant. Je compte soigneusement les billets qu'elle contient. 17 000 $. La somme y est. Comme je le remercie, je comprends qu'il ne se soucie pas d'entendre les détails que je pourrais lui donner sur la façon dont j'ai rempli ma mission. Et je reçois mon congé. Je présume que vous avez bien fait ce pourquoi je vous ai payé très cher, monsieur Bob. Vous savez, j'espère, quelles conséquences entraînerait pour vous le fait de tromper ma confiance. Ne l'oubliez jamais. Adieu. Je m'aperçois que je suis trempé de sueur quand je me retrouve dans la rue. J'ai le vif désir à présent de quitter la ville. En même temps, j'aimerais bien tenter ma chance de nouveau auprès de la belle Wilsey. Seulement, elle n'est pas chez elle. Déçu, je décide de passer régler ma note d'hôtel et de prendre la route sans plus tarder. Il est à peine midi quand j'arrive au bord du lac Norfolk. À 2 ou 3 kilomètres de la cabane de pêcheurs où je dois retrouver Fenton, je m'arrête pour séparer en deux la liasse contenue dans l'enveloppe que m'a remise Ken. Je glisse 8 000 $ dans les poches de mon veston, puis je fais un rouleau bien serré des 9 000 $ qui restent et je le mets dans la boîte à gants de la voiture. J'ai soudain le pressentiment d'un danger.
Fenton m'accueille en souriant et me fait signe d'entrer. Dans la salle de séjour, je découvre Wilsey en pull et en jean, lascivement étendu par terre devant l'énorme cheminée. Elle aussi me fait un beau sourire. Bonjour, Bob. Fenton et moi avons fait un pari à votre sujet. Il affirmait que vous viendriez, et moi je disais le contraire. Wilsey est un trésor, Bob. Je lui ai téléphoné de venir parce qu'elle me manquait. Tu veux boire quelque chose? Non, merci, Fenton. J'ai encore une très longue route à faire. Il faut que je reparte tout de suite. Je suis seulement venu régler nos comptes. Tu as l'argent, Bob? Ouais. Voilà. 8 000 $, tu peux compter et prendre ta part. Wilsey s'éclipse en bâillant. Oh, excusez-moi, mais les affaires m'ennuient. Fenton n'a pas fini de répartir les billets qu'elle est déjà de retour, avec un fusil, qu'elle tend à Fenton qui me met en joue. Hé, Fenton, qu'est-ce qui te prend? Eh bien voilà, Bob. Wilsey et moi avons décidé qu'il est impossible de faire confiance à un type qui nous a déjà refait 100 $. Wilsey t'a remis 500 $ à Saint-Louis. Tu devais en garder 100. Or, t'en as gardé 200. Je peux pas te faire confiance. Tu m'as déjà truandé une fois. Écoute, Fenton, j'ai eu des frais. Essaie de me comprendre, mon petit vieux. Enfin quoi, je t'ai rapporté ta part des 8 000 $. Je suis régulier, tu peux pas dire le contraire. Wilsey a entrepris de palper mes poches. Quand elle a terminé ses recherches, elle tient à la main un objet dont la vue fait se resserrer encore le nœud qui m'étreint l'estomac à l'endroit exact que vise toujours le canon du fusil. La clé de la boîte à gants. Fenton s'en saisit et l'arme change de main. C'est Wilsey qui me tient en joue maintenant, tandis qu'il sort pour fouiller ma voiture, ce qui m'angoisse encore plus. Je pense bien à sauter sur Wilsey pour lui arracher le fusil, mais je me sens liquéfié. Et déjà, Fenton est de retour, tenant les clés d'une main et le rouleau des 9 000 $ de l'autre. Il jette les clés sur la table et met les billets dans sa poche. T'as pas honte, Bob? Wilsey s'impatiente. Les bagages sont dans la voiture, amuse-en, Fenton. Fenton a les yeux rivés sur les 8 000 $ restés sur la table. Wilsey, chérie, combien on lui laisse? Rien. Il mérite rien, Fenton. Prends tout, tant pis pour lui. L'attention de Wilsey est distraite, du moins c'est ce qui me semble. C'est pourquoi je bondis sur elle pour lui arracher le fusil, mais je glisse, perds l'équilibre. Douée de réflexes dont je l'aurais pas cru capable, elle m'envoie un coup de crosse sur le crâne. Tandis que ma tête explose, je sombre dans un abîme. Quand je reviens à moi, beaucoup plus tard, je crois que j'émerge de la nuit, sinon de la douleur. Je suis seul dans la maison. Un billet de 1 000 $ pour service rendu se trouve bien en évidence sur la table. Le couple, hors série, est parti pour Acapulco ou ailleurs. Tout ça se passait il y a déjà bien longtemps. J'ai jamais revu ni Wilsey, ni Fenton, qui a eu 25 ans, voilà déjà un bon moment. Je cherche d'ailleurs pas à les revoir. Des gens sympathiques dans leur genre, mais peu fréquentables. Il est préférable qu'aucun Kessler ne sache où je me trouve. Surtout Ken, qui m'a condamné à mort. Alors je me déplace beaucoup. Je vais d'une ville à l'autre et, somme toute, je ne mène pas une vie désagréable. La seule chose qui me gêne, c'est cette impression de froid dans le dos que j'ai en permanence. La peur, ça s'appelle. On s'habitue à vivre avec la peur, bien sûr. Mais on ne peut s'empêcher de se demander pour combien de temps encore. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, la course aux millions.